Bonjour à tous, connectons-nous, bipons nos amis. Je vous souhaite la bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Je vous présente aujourd'hui deux livres que nous connaissons. L'urgence de la pensée, il faut peut-être le mettre à l'envers. Urgence de la pensée et Une saison au Congo de Aimé Césaire. Ces livres m'intéressent aujourd'hui et nous aimerons, nous les femmes indignées, les partager avec vous. Je vous souhaite la bienvenue à ce Facebook Live sur la page des femmes indignées TANAP. Connectons-nous, bipons nos amis. Bienvenue à l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP, l'hebdomadaire lu pour vous. Donc cette semaine, nous avons lu pour vous les extraits de deux livres. Bonsoir Dora Soneil, bienvenue à l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP. Bonsoir Clotilde Wango, bienvenue à l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP. Nous avons vu hier Bafoussam, le président élu, toute la foule qui est venue l'accueillir. Et on était content et en même temps un peu triste. Un peu triste parce que quand le président élu a été enfermé chez lui, on n'a pas vu cette foule dans la rue. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Éveiller les consciences des Camerounais afin qu'ils restent réveillés tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'arrêt. Dès qu'il y a une situation qui interpelle le peuple camerounais, tout le monde doit sortir spontanément. Donc, bienvenue à ce Facebook Live. Nous avons lu pour vous cette semaine des extraits de deux livres. Une saison au Congo de Aimé Césaire. C'est un livre que Aimé Césaire a écrit après l'indépendance du Congo. Il y est allé et il a écrit ce livre. C'est une poésie. Donc, c'est quelques extraits que nous pourrons lire de temps en temps. Mais Urgence de la pensée, c'est la pensée du président élu Maurice Kamto. Nous le lirons du début à la fin. Parce que si nous aimons Maurice Kamto, nous devons réfléchir. C'est-à-dire que nous devons faire nôtre la pensée de Maurice Kamto et essayer de fonctionner comme lui. Donc nous allons lire ce livre du début à la fin, accompagné des extraits que nous prendrons de temps en temps. Connectons-nous, bipons nos amis. Je souhaite la bienvenue à Joseph Cyril Kemenyekwa. Bienvenue à ce Facebook Live à l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP. Je souhaite la bienvenue à Urbain Chamako. Bienvenue à l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP. Nous allons lire ces livres aujourd'hui et les commenter ensemble. Pas commenter, bon, disons, en discuter ensemble, quoi. En attendant, écoutons le général Valsero. Levez-vous, tout le monde debout. Il est temps qu'on les mette à genoux. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au général combattant, le loup Alpha, le général Valsero. Je vous laisse écouter le général Valsero. Connectons-nous, bipons nos amis. Bienvenue à l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP. Nous allons lire aujourd'hui un extrait de l'urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto et un extrait de Une saison au Congo. Ces livres nous intéressent parce qu'ils parlent des thématiques que nous vivons aujourd'hui. Une saison au Congo a été écrite en 1966 et aujourd'hui encore nous ne sommes toujours pas libres. Pourtant déjà à l'époque, il invitait les Congolais à se libérer vraiment. Mais les Congolais ont préféré se laisser diviser. Ils préféré laisser entrer la division dans leur pays, les divisions tribales. Et aujourd'hui encore, le Congo Kinshasa souffre. Donc, écoutons, oh là là. Écoutons le général Valsero. Bienvenue à... Merci au général Valsero dans ce morceau. Levez-vous, tout le monde debout. Nous n'avons aucun droit sur cette musique. Tous les droits reviennent au général le loup Alpha, le général Valsero. Bienvenue à tous à l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP. Bienvenue à Annette Kamdem. Nous avons lu pour vous cette semaine ces deux livres. Des extraits bien sûr. Nous allons les lire petit à petit et en discuter. Je vous donne un petit résumé de Une saison au Congo. C'est un livre que Aimé Césaire a écrit juste après l'indépendance du Congo. Le temps de l'indépendance du Congo est arrivé. Patrice Lumumba, homme politique et poète visionnaire, va tenter de rendre à son peuple une liberté depuis longtemps perdue. Mais la jalousie, la corruption et la quête du pouvoir sont des murailles difficiles à franchir. À travers le destin d'un homme, c'est toute l'histoire du continent qui se joue de manière exemplaire et symbolique dans cette pièce de théâtre. Comme je l'ai dit, c'est une pièce de théâtre, mais qui retrace l'histoire de l'indépendance du Congo,
Dans ce livre, on donne la parole à plusieurs personnes, mais nous allons plus nous intéresser aux prises de parole de Patrice Lumumba, aux prises de parole de Mukutu, de Amar Joy, des fois, Amar Joy qui était le secrétaire général de l'ONU, je crois. Donc nous allons nous intéresser aux prises de parole de ces personnes-là tout au long de ce livre, Une saison au Congo, que je vous invite à lire. Il est très intéressant, il interpelle l'Afrique, c'est dans ce livre. Vous comprenez beaucoup de choses dont le Cameroun souffre aujourd'hui, mais qui ne sont pas seulement un problème du Cameroun, mais de toute l'Afrique francophone. C'est-à-dire la Belgique donne l'indépendance au Congo, mais ce sont les mêmes Belges qui décident de faire entrer les divisions tribales au Congo, histoire d'isoler le Katanga qui est la région la plus riche du Congo. Donc voilà en fait le caillou dans la chaussure des Congolais dès leur indépendance dans ce livre. Celui-là que nous connaissons tous, celui du président élu, Urgence de la pensée. Beaucoup de personnes l'ont acheté, mais ils ne l'ont pas lu. Nous allons le partager ensemble tout au long de cette école sous l'arbre des femmes indignées TANAP. Je vous lis le résumé déjà. Le plus dur reste à faire. Prendre toutes ces bastilles qui peuplent nos têtes, car nous n'avons cessé d'être les fossoyeurs de nos propres espérances. Ce qui désespère, c'est l'inconscience de nos convictions démocratiques. C'est la légèreté de notre engagement pour la cause de la démocratie. C'est cet attentisme calculateur de quelques-uns, ce ponce-pilatisme paresseux et révoltant de quelques autres. Ce qu'il faut vaincre, c'est la peur. C'est cette incroyable torpeur qui en chacun de nous fait barrage à la démocratie. Ce qui urge, c'est le démantèlement des structures mentales de la résignation. Nous avons vécu dans le mensonge et la fourberie. Nous avons menti pour survivre, pour nous enrichir, pour conquérir une position, pour conquérir une position de pouvoir, pour régner, même sur des cimetières. Nous avons besoin d'une dépollution des esprits, d'une purification morale. Nos âmes transitent de mensonges et figées dans la peur de tout et de rien doivent ressusciter. Sinon, il n'y aura pas de démocratie. Ça, c'est le résumé de Urgence de la pensée du professeur Maurice Kamto. Ce livre m'interpelle et je l'ai lu en entier, mais nous allons le relire ensemble. Pourquoi? Parce que si nous menons un combat, nous devons savoir pourquoi nous nous battons. Nous devons savoir quels sont nos objectifs et nous donner les moyens de les atteindre. Quelqu'un m'a dit, excusez-moi ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Un Sénégalais m'a dit que le combat des Camerounais est le combat le plus sale en diaspora. C'est un ami sénégalais qui ne se cache pas souvent pour m'appeler 40 ans. Hein. Il m'appelle 40 ans parce que nous avons supporté quelqu'un qui nous maltraite pendant 40 ans. Alors il me dit 40 ans, je te dis vraiment, le combat des Camerounais est le combat le plus sale en diaspora. Parce que quand on écoute les Camerounais en ligne, on ne sait pas ce que vous voulez. On ne sait pas ce que les Camerounais veulent. Quelqu'un va prendre une parole pendant des heures. Au lieu de donner des stratégies pour continuer le combat, cette personne va prendre la parole pour attaquer l'autre combattant. Ce n'est pas ça le combat. Nous avons écouté le président élu Maurice Kamto hier. Je pense que chacun de nous va se remémorer son discours et s'il ne s'y retrouve pas. Si chaque personne ne se retrouve pas dans ce discours, ne retrouve pas des erreurs qu'il a déjà commises, alors posons-nous les bonnes questions. Le combat, ce n'est pas attaquer d'autres combattants, non. Combattre, c'est se lever pour attaquer cette dictature, cette kleptocratie qui a pris notre pays en otage. C'est de ça qu'il est question. Et si nous ne pouvons pas, nous passer de tirer sur d'autres combattants, alors nous devons nous poser les bonnes questions. Urgence de la pensée, ce livre m'intéresse parce que vraiment, les thématiques qui sont soulevées, c'est ce qui, comment dirais-je, le peuple camerounais souffre. Et le peuple camerounais a la possibilité de se libérer. Mais les combattants camerounais, j'ai l'impression, c'est mon impression, que ça dit que nous ne sommes pas encore libérés de certaines. Nous devons encore prendre les bastilles qui sont dans notre tête, nous libérer nous-mêmes, avant de chercher à libérer le Cameroun. Quand nous nous levons pour nous battre pour notre pays, nous ne devons pas simplifier la moindre action que quelqu'un d'autre pose, même si cette personne, sa tête ne nous plaît pas. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Je vous ai lu le résumé global de Urgence de la pensée. Et je vais nous inviter urgemment. J'ai lu autre chose dans
une saison au Congo qui m'a interpellée. C'est-à-dire, c'est un groupe de banquiers, des colons, mais qui parlent des Congolais qui viennent de se libérer. Alors, ils parlent de, l'un d'eux dit, j'ai passé 20 ans dans ce pays, je les connais, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est-à-dire, ils ont pris le temps de nous connaître, de nous étudier. Qu'est-ce que les Africains veulent? Qu'est-ce que les Congolais veulent? Et un autre ami banquier qui lui répond, je les connais, je suis là depuis 20 ans, et je vais te dire qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que les Noirs que nous venons de libérer veulent? Eh bien, que veulent-ils? Ils veulent des postes, ils veulent des titres, être président, député, sénateur, ministre, enfin le matabiche. Bon, ils veulent des autos, des comptes en banque, des villas, des gros traitements. Je ne les aime point. C'est là le plus important qu'on les gave. Des personnes qui viennent de libérer un pays, qui viennent de donner l'indépendance à un pays, mais qui ne veulent pas perdre les avantages qu'ils avaient dans ce pays-là. Alors ils s'asseyent, ils réfléchissent. À partir du moment où les Congolais ne veulent que des postes et des titres, des gros comptes en banque, des grosses villas et tout, eh bien gavons-les. Et quand ils seront rassasiés, ils continuent. Hein? Quand il est repu, il devient plus tendre. C'est-à-dire quand on lui a donné les titres, le compte en banque, quand on leur a donné tout ce qu'ils veulent, il devient plus tendre et nous pouvons travailler tranquillement. Ça, c'est des banquiers dans ce livre. On vient de libérer un pays et eux, ils réfléchissent comment rester. Quand on dit qu'est-ce qu'ils veulent, ils veulent des titres, ils veulent être sénateurs, ministres, gouverneurs, patati, ils veulent des belles voitures, ils veulent des comptes en banque. Alors je me pose la question, peuple camerounais de la résistance, toi qui es sorti de chez toi pour combattre le régime Biya, qu'est-ce que tu veux? Si tu combats parce que tu espères derrière ça être nommé le lendemain, alors tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris du combat. Parce que le combat pour la libération, il faut être prêt à donner sa vie. Lumumba a dit dans ce livre, quand on lui dit, ce que tu fais là, tu vas mourir. Il dit, si je meurs, je laisse à mes enfants un combat en héritage. Lumumba l'a dit dans ce livre. Si je disparais, je laisse à mes enfants un combat en héritage. C'est-à-dire qu'il savait dans quoi il entrait. Il savait qu'en face de lui, les personnes qu'il a en face de lui ne donnent pas le lait. Il savait qu'il pouvait y perdre la vie. Et il savait, il voulait que même s'il s'en va, que ses enfants sachent que papa avait des convictions solides et il s'est battu jusqu'au bout pour cela. Peuple camerounais, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons vu le président élu hier dans la rue au Cameroun. Nous avons vu tout ce peuple qui est sorti. C'est bien. Mais où était cette foule quand le président élu était enfermé chez lui? Où était cette foule quand le président élu était embastillé en Kondengui? Notre plus gros combat aujourd'hui, c'est de réveiller les consciences de notre peuple. Notre plus gros combat aujourd'hui serait de pousser le peuple camerounais à ne plus attendre que Moïse Kamto arrive avant de sortir. Non. De sortir quand on arrête un Camerounais dans la rue alors qu'il n'a rien fait. De se soulever quand ils entendent que ce Moïse Kamto est embastillé chez lui. Le peuple camerounais doit avoir cette facilité. C'est-à-dire que cette indignation collective là, n'attendons pas que ça nous arrive à nous. Hein. Parce que comme on dit, quand le feu, il pleut sur tous les toits. Il pleut sur tous les toits. Aujourd'hui au Cameroun, nous devons avoir cette facilité, c'est-à-dire que pousser notre peuple à comprendre que c'est l'indignation collective, c'est un soulèvement populaire qui fera peur à ce régime de Yaoundé. C'est-à-dire que tant que le peuple ne descend pas dans les rues à un nombre conséquent, les gens de Yaoundé n'auront pas peur. Ils savent que vous pouvez sortir quand Maurice Kamto est dans la rue, mais s'il n'est pas dans la rue, pourquoi est-ce que nous ne sortons pas? Pourquoi est-ce que nous ne sortons pas nombreux à Bafoussam comme ils étaient hier, quand le président élu n'est pas là? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas sortis autant, ce nombre-là dans la rue, quand le président élu était embastillé chez lui? Si ce même nombre de personnes sortaient, quand Maurice Kamto était embastillé chez lui, vous pouvez me croire, les lignes auraient un peu plus bougé au Cameroun aujourd'hui. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Nous avons en face de nous des personnes formées, des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Et ils l'auront si le peuple africain, si les Africains ne se lèvent pas comme un seul homme, ces personnes auront ce qu'ils veulent.
Ils veulent quelque chose que nous avons. C'est quelque chose qui ne nous sert pas, parce qu'il n'y a pas de raison que les ressources de l'Afrique, la plupart du temps, servent à acheter les armes, à importer des produits manufacturés. Non, nous devons grandir. Ça dit que... Moi, je passe du Cameroun à l'Afrique. Faites du bien. Excusez-moi. Je te rappelle, je suis en réunion. Donc, qu'est-ce que je disais? Le combat des Camerounais et des Africains francophones en général aujourd'hui doit être celui de sensibiliser notre peuple là-bas, dans nos pays. Nous ne pouvons pas être tout le temps en diaspora, à nous quereller, à nous tirer des balles entre les pattes, à nous faire des petites guerres basses, alors que tout reste à faire au Cameroun. Le peuple camerounais n'a pas encore compris qu'il vit dans une situation déplorable et qu'en se soulevant, les choses pourraient changer et ils pourraient mériter mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. D'ailleurs qu'aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils n'ont rien et ils se plaisent dans cette souffrance-là, je peux dire. Donc, peuple camerounais, nous combattants de la diaspora, prenons nos responsabilités. Éduquons notre peuple. J'ai écouté un discours de Ousmane Sonko qui m'a fait pleurer des larmes de joie. Quoi? Il a dit, si en 2024, ils prennent le pouvoir, il enverra un bataillon soutenir Assimi Goïta. Il enverra un bataillon soutenir Assimi Goïta dans son combat. Vous comprenez donc qu'il parle d'union, mais la vraie, l'union des peuples africains. L'union qui fait la force. L'union qui fait la force. Mais pour que nous ayons des personnes comme Assimi Goïta, comme Ousmane Sonko en Afrique, nous devons d'abord nous débarrasser de ces vieux kleptocrates qui ont pris nos pays en otage. Notre unique combat aujourd'hui, peuple camerounais, de la diaspora et du 237, notre unique combat aujourd'hui doit être dirigé contre le régime de Paul Biya. Notre unique combat doit être dirigé contre cette kleptocratie qui siège au sommet de notre pays. Tant que nous n'aurons pas déraciné ces personnes-là, tant que nous n'aurons pas fait tomber le système de Paul Biya, nous ne pourrons pas penser que nous sommes dans un combat. Ça veut dire que tout reste à faire dans notre combat. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous devons sensibiliser nos peuples, nous devons éduquer nos peuples à la seule cible qui est la nôtre. Celle des kleptocrates qui ont pris notre pays en otage à Yaoundé. Je vais donc vous lire l'introduction parce que Urgence de la pensée, nous allons le lire petit à petit en entier jusqu'à la fin. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais nous ferons 5 minutes de lecture à chaque séance d'école sous l'arbre. Introduction donc du livre écrit par Maurice Kamto. Celui-là même que nous disons supporter, mais si nous le supportons, essayons de réfléchir, essayons de penser le Cameroun tel qu'il le pense aujourd'hui. Et comprenons que l'alternance au Cameroun, c'est aujourd'hui, c'est le MRC, parce que c'est cette formation politique qui porte nos aspirations aujourd'hui. Mais demain, le MRC pourrait avoir quelqu'un d'autre que Maurice Kamto à sa tête. Nous ne pouvons pas aimer un homme au-delà de son combat. Nous ne pouvons pas l'aimer lui. Si nous aimons le combat de Maurice Kamto, nous devons essayer de faire nôtre sa façon de penser le Cameroun. Je vous lis donc l'introduction de Urgence de la pensée. L'actualité semble nous solliciter plus que de coutume en se tournant de nos indépendances. Pourtant, il importe d'en prendre congé, ne serait-ce que provisoirement, pour considérer en leur fond quelques problèmes, dont l'événementiel continue à nous voiler la complexité, distrayant ainsi l'indispensable réflexion sur leur importance et leur nature, quand ils n'en faussent pas la problématique. On ne peut faire aujourd'hui l'économie d'un mûrissement intellectuel de l'un des phénomènes qui hantent le plus la conscience de nos sociétés, parce qu'ils en déterminent l'avancée dans l'histoire. On ne peut différer plus longtemps l'indispensable réflexion sur le statut de la pensée et la question de la démocratie dans nos sociétés, sur le problème de l'individu face au pouvoir politique et sur sa relation au pouvoir, sur l'exigence d'une politique de l'homme libéré et redevenu lieu d'histoire. Aujourd'hui comme hier, aujourd'hui plus qu'hier s'impose la nécessité de la question. Comment expliquer l'inquiétante hibernation des consciences africaines en temps où en d'autres provinces du monde,
l'homme s'affirme par sa science et son pouvoir de création, comme un être de transcendance. Mais nous n'aimons guère les questions. Au nom d'une morale de l'action qu'imposerait l'urgence du développement, réalisme et pragmatisme domine le champ de notre discours. Les lettrés emboîtent le pas aux politiques et se posent en complice d'une politique de stérilisation des esprits. Il faut survivre et faire les siens dans des systèmes où l'on ne peut passer à table qu'à condition de savoir tenir sa langue. Démission ou cynisme, le silence règne à la faveur d'une conspiration générale. Les générations précédentes se déchargent honteusement sur les générations suivantes et ainsi de suite. Philosophie du ventre et à plat ventricisme philosophique, l'idéal a déserté le champ de nos rêves stériles. Ce qui importe, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le sommeil de la raison a fait le lit de l'unanimisme. Notre histoire ne s'écrit pas au pluriel. Par le décret d'un homme, l'itinéraire de la société tout entière est tracé à l'avance. On ira au salut ou à la dérive par une seule voie en salmodiant d'une même voie. Il n'y a pas de place pour l'alternative. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un ou le néant. Nous vivons une époque de trouble de la raison en raison de l'inversion des logiques naguère établies. Une époque où la pensée n'a cessé de subir des revers, où le vrai est faux parce qu'il est subversif, où le faux devient le vrai parce qu'il assure la quiétude des êtres installés dans le confort du non-être, de la non-pensée, de l'opinion. Ce mot d'opinion fait rêver, écrit Jean-Paul Sartre. C'est celui qu'emploie la maîtresse de maison pour mettre fin à une discussion qui risque de s'envenimer. Il suggère que tous les avis sont équivalents, il rassure et donne aux pensées une physionomie inoffensive en les assimilant à des goûts. L'opinion est donc différente du jugement de la raison, de la pensée. Elle n'est rien d'autre que le reflet de notre conception personnelle des choses, voire de notre vision de l'univers. Oui. La pensée, elle relève de ce que Karl Marx appelle le monde 3, à savoir le monde des produits objectifs de l'esprit humain. Il est sans doute l'expression de ce monde au plus haut niveau, car si par le langage j'apprends que je suis un moi en parlant à d'autres, moi si par le regard je découvre que je suis un moi différent des autres, moi par la pensée j'affirme consciemment ma volonté d'être, à participer à l'histoire et de rester dans l'histoire. J'affirme, dit encore Popper, que seule notre relation au monde, toi, permet véritablement d'exister en tant que personnalité. Qu'importe, bien penser aujourd'hui en Afrique, c'est savoir couler ses élucubrations dans le moule du discours officiel. Seulement, la pensée, elle, est rebelle à tout enfermement. C'est pourquoi elle est nécessairement subversive, dans la mesure où elle est interrogation renouvelée sur le sens. Remise en question permanente, appel constant au dépassement, tension vers l'avenir. En décidant sa mise à mort, nous avons dressé du même coup l'acte de décès de la démocratie. Nous avons brisé le ressort du progrès de notre civilisation. Je vois en effet dans l'embastillement de la pensée la raison première de l'enlissement de nos sociétés dans l'ornière du non-développement. Nous n'avons jamais vu venir les crises. Nous n'avons jamais su nous en sortir parce que, l'esprit dans la poche, nous avons fait naufrage dans le quotidien. Notre plus grand triomphe est d'avoir su bâtir une civilisation de l'immédiat et du provisoire. Je vois dans leurs intérêts pour l'acte de penser et dans leur porosité à la pensée quelques-unes des raisons essentielles de la suprématie des grandes civilisations modernes sur les nôtres. Car comment expliquer que tant d'aide déversée sur notre terre depuis une trentaine d'années n'ait pu servir d'humus à notre développement? Qui ne voit que l'histoire des civilisations de l'Occident et de l'Orient s'est façonnée et se façonne encore autour de la réflexion sur l'être, sur sa liberté et son destin profond. Que le débat sur la démocratie traverse toute l'histoire de l'Occident, depuis l'Antiquité grecque jusqu'à l'Europe de la perestroïka. Que la Renaissance européenne fut avant tout la renaissance de la pensée. Que derrière le triomphe apparent de la culture de divertissement et de la productivité, l'Europe, l'Amérique et aujourd'hui le Japon, et maintenant la Chine aussi, fleurissent à l'ombre d'une pensée libérée et foisonnante.
qu'en définitive, la survie d'une civilisation dépend, comme nous l'enseigne le sursaut de l'Europe aujourd'hui, de sa capacité à se renouveler par la pensée. Il y a donc urgence de penser en Afrique. Urgence de comprendre que la pensée est partout et toujours le moteur de la dialectique sociale ainsi que le levier et le levain de la démocratie. C'est pourquoi il est urgent de penser la démocratie en marche sur le continent. J'entends là continent africain. Il est urgent donc de penser la démocratie en marche sur le continent. Nous parlons aujourd'hui, s'il faut parler continent, nous nous limitons encore un temps soit peu en Afrique francophone. Parlons de la démocratie. Nous devons penser la démocratie en marche en Afrique francophone aujourd'hui. Et nous, en Afrique francophone, quand nous pensons démocratie et que nous voyons ce qui nous est servi depuis les indépendances, nous voyons qu'il y a urgence de l'action. Il y a urgence non pas seulement de la pensée, mais aussi de l'action. Nous devons prendre nos libertés d'abord et ensuite penser notre développement tel que nos peuples. Qu'est-ce qui est bon pour nos peuples, pour nous aujourd'hui? Je pense que surtout pour nous en Afrique francophone, le plus urgent, c'est de faire partie de ces vieux kleptocrates que nous n'avons pas choisis et qui trônent à la tête de nos pays. Je pense que presque tous les pays d'Afrique francophone aujourd'hui encore, il y a Assimi Goïta au Mali, qui est là et nous voyons comment son peuple le soutient. Nous voyons comment c'est le peuple malien qui fait la force de Assimi Goïta. Nous avons besoin de Assimi Goïta à la tête de tous les pays d'Afrique francophone. Nous avons besoin, non pas de militaires, hein, quand je dis des Assimi Goïta, c'est des nationalistes. Des personnes nationalistes qui portent les aspirations de leur peuple. Nous avons besoin de ces personnes-là à la tête de nos pays aujourd'hui. Au Cameroun, le renouveau de Paul Biya, nous n'en voulons plus. Mais l'après-Paul Biya, c'est là où le problème se pose. Nous devons poser aujourd'hui les jalons du Cameroun des 40 prochaines années. C'est-à-dire que si nous les combattants en diaspora, nous passons le temps dans des petites guéguerres, dans qui n'a pas bien parlé de Kanko, qui a mal parlé de lui, nous risquons de rater les 40 prochaines années de nos enfants. C'est-à-dire que si cette kleptocratie à la tête du Cameroun se renouvelle, nous sommes mal partis. Et c'est maintenant, ce n'est pas demain. N'attendons pas que le gouvernement de Yaoundé dise élection avant de dire non, il faut sortir, il faut sortir. C'est maintenant que le peuple camerounais du 237 doit descendre dans les rues. Et si nous aimons vraiment notre peuple, c'est maintenant que nous devons les sensibiliser. Assimi Goïta, quand il a attaqué, vous voyez 5 millions de Maliens dans la rue. Nous avons besoin de ça au Cameroun. Nous avons besoin que demain, si on entend qu'il y a des gendarmes encore devant la maison de Maurice Kamto, que 2 millions de Camerounais sortent dans la rue pour chercher à savoir qu'est-ce qu'ils font là. C'est de ça, c'est ce nationalisme-là que nous devons cultiver maintenant. Nos enfants ne doivent pas subir ce que nous avons subi. Nous ne pouvons pas, 60 ans après les indépendances, avoir des pays comme en Afrique de l'Ouest qui s'unissent contre le Mali au lieu de faire l'inverse. Au lieu de faire l'inverse, parce que si on laisse la parole aux populations d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ils vont chasser tous les occupants qui sont sur leur terre. Vous êtes d'accord avec moi? En Côte d'Ivoire, s'il y a un président nationaliste comme Assimi Goïta en Côte d'Ivoire, je ne dis pas un président militaire, je dis nationaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour son peuple. C'est pour ça, tout le peuple, c'est-à-dire que tous les combattants, c'est-à-dire toute personne qui sent l'Afrique battre dans son cœur. Nous devons soutenir Ousmane Sonko au Sénégal. Nous devons soutenir Assimi Goïta au Mali. Et demain, s'il y a un autre nationaliste, c'est-à-dire que si quelqu'un qui se lève et qui porte dans son cœur l'amour pour son peuple, le peuple africain, ne disons pas que c'est au Mali, c'est non. C'est en Afrique francophone et nous sommes dedans. Ce qui se passe au Sahel, là, si ça arrive dans le golfe de Guinée, nous sommes morts. Nous sommes morts. Et depuis que ça se passe là, les pays alentours s'unissent pour écraser le Mali. Non, ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. Ça devait être le contraire, comme Ousmane Sonko l'a dit. Si nous sommes présidents en 2024, nous envoyons un détachement soutenir Assimi Goïta dans son combat. Le Niger aurait dû envoyer un détachement pour soutenir le gouvernement de transition au Mali. Mais au lieu de cela, ils préfèrent ouvrir la porte pour que
Je ne vais pas plus loin que ça. Le Sénégal devrait soutenir le Mali dans son combat, dans le combat que les Maliens mènent aujourd'hui pour mettre sur pied des institutions solides. Ces institutions qui vont régir leur vie dans les 10, 15, 20 prochaines années. Ils devraient être soutenus. Si le peuple malien dans sa majorité les soutient, pourquoi pas les pays frères, si on peut le dire comme ça? Si le peuple malien a plus de 72%, nous avons vu un sondage. Si les Maliens soutiennent leur gouvernement de transition, qui sont les Ivoiriens? Les peuples alentours ne peuvent que soutenir le peuple malien dans leurs esprits, dans leur espoir d'un pays stable et en paix. D'un pays stable et en paix. Nous sommes le seul continent aujourd'hui où il y a la guerre partout, partout, partout. C'est vrai, il y a la guerre aussi en Ukraine. Mais au moins chez nous, l'avantage c'est que nous ne fabriquons pas d'armes. Ça veut dire que si les armes ne viennent pas, s'il n'y a pas d'armes du tout dans notre continent, les mécontents peuvent s'asseoir autour d'une table et se parler. Et se parler. Mais pour se parler, il faut qu'il y ait la paix. Pour se parler, il faut qu'il y ait la paix. Que chaque personne vienne s'asseoir et dire, je ne suis pas content parce que, je ne suis pas content parce que, je vous ai lu dans une saison au Congo. Je vous invite à lire ce livre pour ceux qui l'ont déjà lu. Ce sont les mêmes banquiers belges. On vient de libérer le Congo. Et ce sont eux qui réfléchissent aux stratégies pour rester. Quelles sont les stratégies qu'ils vont faire pour rester? Et c'est ça que nous subissons aujourd'hui. Le peuple africain doit comprendre que nous avons tous le même combat. Ce qui se passe au Congo, au Mali, si ça arrive dans le golfe de Guinée, le Cameroun sera touché, le Gabon sera touché, la Guinée équatoriale, tout le monde sera dedans. Et pendant que c'est là-bas, il faut que nous comprenions que ce sont nos frères qui souffrent et nous devons nous soutenir, même si les gouvernements ne les soutiennent pas. C'est ça que nous ne comprenons pas. Même si les gouvernements, entre eux, au lieu de le soutenir, leur mettent des embargos. Bon, l'embargo est levé aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais cet embargo n'avait pas lieu d'être. Peuple africain, peuple d'Afrique francophone, levons-nous tous ensemble. Mettons à la tête de nos pays des dirigeants nationalistes qui sont là pour les intérêts du peuple. C'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Si nous avons ce genre de dirigeants, si nous avons ces personnes à la tête de nos pays qui pensent d'abord à l'intérêt du peuple avant de penser à autre chose, aux intérêts qui ne sont pas ceux de leur peuple, ce sera, comment dirais-je, ce sera un grand pas vers notre libération, vers plus de démocratie, si on peut le dire ainsi, parce qu'on parlait de démocratie, mais aujourd'hui, à mon âge, j'ai des enfants majeurs, je n'ai pas encore vu de démocratie au Cameroun. Dans une démocratie, on ne met pas des prisonniers politiques en prison. Dans une démocratie, on discute et en fin de compte, si on n'est pas content, on vote, mais de vote transparent. Aujourd'hui, nous avons encore besoin de toutes ces structures-là. De toutes ces structures-là. Nous avons besoin au Cameroun que les prisonniers politiques soient libérés. Nous avons besoin au Cameroun qu'un code électoral consensuel soit mis en place pour donner les mêmes chances à tous les candidats qui vont prétendre à la magistrature suprême au Cameroun. Nous avons besoin d'un dialogue profond et sincère qui va ouvrir la route à la réconciliation nationale parce qu'aujourd'hui, les Camerounais se tuent entre eux au nozo. Nous avons besoin de bases solides pour pouvoir construire une démocratie solide dans nos pays. Alors de grâce, peuple camerounais de la diaspora, sensibilisons notre peuple au 237. Faisons comprendre à notre peuple, le vrai combat n'a même pas encore commencé. Parce que le jour où la société civile au Cameroun va dire que descendons dans la rue, nous ne voulons plus de telle loi, et qu'il y aura 1000 Camerounais dans la rue, à ce moment-là, nous aurons fait un pas. Mais jusqu'à présent, nous dansons le Japap en diaspora, nous faisons la Java. J'appelle ça Java en diaspora. Parce que nous avons déjà fait tout. C'est-à-dire que nous avons soulevé des foules. Nous avons fait tout ce qu'il faut. Mais maintenant, il faut sensibiliser aussi notre peuple du 237 à comprendre que si nous nous soulevons nombreux, si nous nous levons nombreux, nous pouvons avoir mieux. Et même, nous aurons toujours mieux que ce que nous avons maintenant. Le gouvernement de Paul Biya à Yaoundé n'a rien fait pour les Camerounais jusqu'à présent. Il ne faut pas que cette gouvernance du renouveau se renouvelle à la tête de nos pays. Donc, c'était l'école sous l'arbre des femmes indignées ce soir. Nous avons besoin de voir cette foule qui s'est levée hier au Cameroun. Nous avons besoin de voir cette foule chaque fois
Chaque fois qu'il y a nécessité, c'est-à-dire, ne levons pas seulement pour courir après un dirigeant, non. Levons-nous pour défendre nos propres intérêts. Levons-nous pour dire que nous voulons plus de liberté au Cameroun. Levons-nous nombreux au Cameroun pour dire stop à la sale guerre dans le Nozo. Levons-nous pour demander à ce gouvernement de mettre ces enfants qui sont en prison pour rien, de les mettre hors de la prison. Nous ne voulons plus de prisonniers politiques au Cameroun. Nous voulons un pays véritablement démocratique. Si tel est le cas, qu'on laisse le peuple camerounais s'exprimer et choisir le dirigeant qu'il veut. Au suffrage universel, d'accord. Mais que le peuple camerounais choisisse ses propres dirigeants. Peuple camerounais, le combat n'a même pas encore commencé. Le combat pour la libération de notre pays n'a même pas encore commencé. Ce combat aura commencé quand nous verrons des personnes de la société civile au Cameroun haranguer les foules, pousser les Camerounais à descendre dans la rue. Les Camerounais peuvent se soulever aujourd'hui pour dire il y en a marre à Eneo. Il y en a marre, vous vous soulevez, vous cassez même les poteaux électriques dans la rue pour faire comprendre à Eneo. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'ils donnent de l'électricité au Cameroun. Mais si nous restons tous croisés, chacun tranquille dans son coin, les gouvernants, ils s'en foutent. Il y a des groupes électrogènes pour quelques-uns et Eneo pour le reste du Cameroun. Ça, c'est injuste. Il y a des panneaux solaires pour quelques-uns et Eneo pour le reste, la majorité des Camerounais. Ça, c'est injuste. C'est autant de choses que nous devons commencer à réclamer maintenant pour marcher vers notre libération. La grande marche de Mao Zedong, bon, nous ne sommes pas communistes, mais ça avait commencé quelque part. Nous devons commencer au Cameroun à lever des foules. C'est au Cameroun que les Camerounais du 237 doivent se soulever. Si nous nous soulevons ici et qu'eux aussi se soulèvent en même temps, vous pouvez me croire, ça fera bouger les lignes. Ça fera bouger les lignes. C'était l'école sous l'arbre des femmes indignées TANAP ce soir. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci.